Alors on passe à la troisième partie. Du coup, on va commencer avec la Volt, les stratégies de résistance. On va commencer avec toi, Adrienne, parce qu'il y a un texte que vous avez sorti là sur la quadrature, qui s'appelle « La quadrature sort de l'état d'urgence ». Et j'ai pris une petite citation, je vais la lire. « Face à un mur, il faut savoir faire autre chose que se taper la tête contre. Après des années de violence légale, de défaite et de recul des libertés fondamentales, face à une représentation politique dont la seule logique est sécuritaire, la Quadrature du Net refuse de perdre davantage de temps à tenter d'influencer rationnellement ceux qui ne veulent rien entendre. » Est-ce que tu pourrais nous en dire du coup un peu plus sur ce changement de cap de la Quadrature ? Oui. Alors, la Quadrature du Net, c'est une association qui est traditionnellement ancrée sur trois choses. La première, c'est qu'on fait de l'analyse juridique et politique de tous les textes qui sortent et qui impactent les droits fondamentaux dans l'espace numérique. Nous, on essaie de penser l'espace numérique, de l'analyser et d'agir sur les aspects politiques. Donc ça, c'est la première jambe de la Quadrature, c'est l'analyse. La deuxième jambe de la Quadrature, c'est la création d'outils d'émancipation, justement, et de participation pour les citoyens. Il y a les outils qui sont les outils de vie quotidienne de la Quadrature. On a un site internet, on a un wiki, on a des listes de discussion, on a des espaces de partage. Et puis on a aussi des outils qu'on crée ou dont on coordonne la création et qui permettent aux citoyens, aux individus de prendre en main ces questions-là dans l'espace public. Pour donner des exemples, ça va être par exemple, je crois qu'un de nos outils qui est le plus utilisé, ce qu'on appelle le P-Phone, qui est un outil de mise en relation par téléphone en VoIP avec des parlementaires français ou européens, gratuitement, anonymement, et qui mettent en relation les gens qui appellent avec les parlementaires. Ça donne souvent des choses très intéressantes. Et puis la troisième jambe, parce que comme on est dans un monde transhumaniste, on a trois jambes, c'est la campagne politique, où en fait on va essayer, quand on a une nouvelle loi qui arrive au niveau français, européen ou une action internationale, on va essayer d'agir sur l'élaboration de la loi, nourrie par l'analyse et par l'action citoyenne. Et donc, la campagne, c'est vraiment la tête de pont de la Quadrature et ce qu'on voit en premier, c'est-à-dire on interpelle, on agit, on va voir les parlementaires, on fait ce travail de sensibilisation, de propositions politiques aussi. On fait beaucoup avec les parlementaires, on va beaucoup écrire des amendements, les aider à les défendre, etc. Moi, c'est mon travail quotidien puisque je m'occupe de coordonner les campagnes de la Quadrature. Donc c'est vraiment cette tête de pont publique, toujours en combat avec le monde politique. Je vous ai fait un petit récapitulatif tout à l'heure de ce qu'on a eu depuis 3 ans, sachant que c'est que sur la partie surveillance. On a aussi beaucoup d'autres sujets qu'on traite, parfois beaucoup plus techniques, mais beaucoup de choses autour des données personnelles, par exemple, qui relient pas mal à notre conversation. Et on se rend compte que la vie politique, notamment en France, est complètement bloquée, et je pense que je ne vous apprends rien en vous disant ça, que le Parlement ne veut pas jouer son rôle de contre-pouvoir, que le gouvernement est dans une logique sécuritaire absolue, que la défense des libertés devient quasiment de la complicité de terrorisme. Je ne plaisante pas. Moi, j'ai eu dans des discussions avec des acteurs politiques, certains sont aujourd'hui ministres, cette réflexion désagréable d'avoir l'impression de devoir se justifier de notre non-complicité avec les djihadistes quand on vient défendre les libertés fondamentales. Et je pense que notre société va très mal quand on en arrive là. Moi, très souvent, on me renvoie dans la gueule, parce qu'il n'y a pas d'autre mot régulièrement, mais qu'est-ce que vous avez comme solution pour lutter contre le terrorisme ? Vous n'aurez le droit de vous exprimer sur les droits fondamentaux que quand vous aurez trouvé la solution au terrorisme. Donc on a un pouvoir complètement paralysé par la peur, par la responsabilité aussi. Je ne veux pas uniquement les présenter comme des idiots ou des méchants. Il y a cette responsabilité fondamentale de la sécurité publique. Mais bref, c'est bloqué. Donc on s'est tapé la tête contre un mur pendant 2 ans. On a cautionné ce jeu démocratique en faisant croire que ça pouvait marcher, en proposant des amendements, en analysant les lois, et voilà. On se rend compte que ça ne fonctionne pas. Au niveau européen, c'est encore un poil ouvert, mais de moins en moins. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à s'épuiser sur des lois, sur l'opposition à ces lois qui défilent les unes après les autres, ou est-ce qu'on fait remonter en puissance les 2 autres jambes de la Quadrature ?
L'analyse, la production de fond, de réflexion, c'est là-dedans qu'on est bon, on est reconnu pour ça, c'est ce qui fait notre crédibilité. On est capable d'analyser, de penser, de donner un discours, de réfléchir et d'écrire des textes, de faire des vidéos, des conférences, des choses où on apporte du fond, de la réflexion. Et on pense que dans les stratégies importantes, il y a la question de l'émancipation, de la montée en compétences individuelles de chacun, de la prise, c'est ce dont je n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, maîtriser les outils, avoir conscience des enjeux, être capable d'agir sur son quotidien par son rapport à la technologie et son rapport au pouvoir. Donc on a décidé, au moins dans l'année qui vient, qui est une année préélectorale, où soit il va rien se passer d'intéressant législativement parlant, soit ça va être un festival de populisme, on s'est dit qu'on allait officiellement mettre en sourdine la partie législative. Donc on ne s'occupe pas des lois qui sont votées en ce moment. De toute façon, quoi qu'on fasse, elles sont votées. Parce qu'un coup c'est le 49.3, un coup c'est si vous votez pas, vous êtes pour les terroristes. Enfin bon, donc on ne peut rien faire. Et on se concentre sur les deux autres aspects. Produire du fond, réfléchir l'avenir. Il y a des sujets sur lesquels on n'a pas encore assez travaillé, et notamment tout ce qui concerne l'Internet des objets, sur lesquels on a besoin d'apporter notre patte, notre vision quadrature là-dessus. Et de l'autre côté, faire monter en compétence les gens, essayer de toucher un plus large public, sortir d'un milieu techno-conscient pour essayer d'aller plus loin, produire plus de choses, de production plus accessible à des gens qui n'ont pas déjà un background énorme dans ces questions-là. Et donc voilà, on a fait ce choix. Moi, je l'assume totalement et je l'ai beaucoup porté à la Quadrature. Ce fameux texte, je l'ai écrit à 80%. En tant que coordinatrice, voilà, c'est un truc que je porte, qui nous met dans une zone d'incertitude très forte. Parce que finalement, c'est assez confortable de taper sur le gouvernement, même si ça nous donne une grosse pression, mais c'est assez confortable d'être dans ce rapport de confrontation. Mais c'est hyper négatif, c'est usant, c'est fatigant. Et là, on s'extrait de ça et on passe dans du positif. À nous de créer, à nous de construire, de savoir de proposer des choses et d'essayer d'emmener les gens avec nous. C'est complètement inconfortable, je trouve ça génial. Je ne sais pas trop où on va aller. Ce que je sais, c'est qu'on va partir dans ce côté positif et puis on verra. Je pense que personne n'est capable de savoir en 2017 quel type de gouvernement on va avoir. Probablement, ce ne sera pas joli. Donc, quels que soient les résultats des élections en France, ça risque de ne pas être très joli. Donc, peut-être qu'on restera sur cette stratégie de contournement législatif. C'est un peu une défaite de l'idée démocratique, mais je crois que il y a un moment, il faut acter les choses et puis passer ailleurs, quoi. Enfin, autre chose. Pour te faire rebondir là-dessus, Alain, quand j'ai lu ce texte de la Quadrature du Net, ça m'a fait penser à une citation, je crois que c'est de La Volte. Construire en dehors des pouvoirs, pas contre eux, mais à côté. Est-ce que c'est ça, du coup, la stratégie ? Ouais, carrément. Moi, ça m'a extrêmement frappé, parce que je suis ce que fait la Quadrature là, depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'on reproche souvent à ce type d'association, de ce mouvement citoyen, en disant oui, les élus, ils sont là, ils disent oui, mais vous auriez dû venir nous voir, nous on est tout à fait ouverts, on est prêts à vous écouter, etc. C'est-à-dire qu'on a toujours le reproche que ces mouvements citoyens sont trop autistes ou viennent pas essayer de discuter ou de dialoguer avec les soi-disant représentants de la nation, quoi. Et la Quadrature avait fait l'effort. La Quadrature, moi je trouvais que c'était une grosse originalité aussi de ce mouvement, c'est que, oui, vous aviez trois jambes et que vous n'hésitiez pas à faire pression sur les parlementaires, à les solliciter, à leur poser des questions, à aller les voir. Il y avait c'est pas du lobbying, mais il y avait une forme en tout cas d'interaction assez forte. Et la leçon, et je pense que cette leçon elle est importante pour tous les mouvements de gauche et citoyens, la leçon c'est que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a une fausse écoute. Voilà, il y a une absolue fausse écoute, quoi. Et ils agissent indépendamment de la société civile, quoi. Donc ça, moi, en tout cas, c'est un sacré message et c'est un sacré signal, je trouve, envoyé. Et j'étais très content finalement que la Quadrature fasse ça. Je me suis dit, waouh, c'est salvateur, c'est vital de le faire. Et d'arrêter de s'aliéner, effectivement. La Volte, c'est quoi ? La Volte, c'était ce principe-là, c'était tout simplement de dire, moi, ce qui m'a toujours gêné dans le mot révolte, c'est cette espèce de ré, quoi, tu vois, c'est ce ré, qu'est-ce qu'il venait faire, ce ré d'opposition, ce ré de tête contre le mur, ce ré, boum, on rentre et on s'arc-boute face au pouvoir. Et justement, quand on a parlé tout à l'heure de société disciplinaire, société féodale, société de contrôle,
la grosse différence pour moi, c'est qu'en société de contrôle, il n'y a pas un pouvoir massif, direct, frontal, mais il y a une espèce de, encore une fois, de pullulement, de sporulation, de mécanismes de pouvoir autour de nous. Donc de vouloir affronter le pouvoir, de se arc-bouter en disant c'est la police, la justice, l'armée et les médias, voilà le pouvoir. Et non, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus relayé que ça, c'est beaucoup plus diffus que ça. Et du coup, ça n'a plus tellement de sens de poser la révolte comme l'affrontement à une structure de pouvoir pyramidale, définie, cadrée, et dont on saurait parfaitement ce qu'elle est, quoi. On ne sait pas où est le pouvoir, on ne sait pas toujours où il s'exerce, on ne sait pas comment il s'exerce. Il est beaucoup plus diffus qu'autrefois, beaucoup plus virulent qu'autrefois, comme disait Baudrillard. Et du coup, dans ce cadre-là, ce qui me paraît plus intéressant, plus riche, plus positif, plus porteur de désir, c'est d'être dans la volte. Et la volte, c'est un très beau mot, je trouve, parce que la volte, vous savez, c'est la volute, c'est le tournoiement, c'est le bond, c'est la volte du cheval aussi qui fait demi-tour. Et c'est pour moi voilà, une façon de rentrer, de construire à côté des pouvoirs et non pas arc-bouter contre eux quelque chose qui soit positif, autogéré, quelque chose qui soit autoporté. Et on le voit, et je trouve que c'est super. Il y a des belles choses qui se passent en ce moment, notamment tout le mouvement des faiseurs, tout ce qu'on appelle les makers, tout ce qui se passe dans les Fab Labs, tout ce qui se passe dans les mouvements du libre. Logiciel libre, open source, tout ce qui se crée comme ça, indépendamment de tout système étatique, indépendamment de tout système commercial, dans une optique de gratuité, de générosité. Il y a quand même des très belles choses qui sont en place et ça se déploie. Voilà, donc je suis relativement positif par rapport à tout ça et pour moi ça fait partie de la volte, voilà, de ce mouvement-là qui en a fini avec le fait de s'arc-bouter face au gouvernement et face au pouvoir, quoi. Ouais, Adrienne ? Ouais, peut-être pour aller peut-être dans le concret sur la volte, moi j'aime beaucoup. Et alors on n'a pas pensé en réfléchissant à cette évolution de la quadrature que c'était damasien, mais en fait vu le nombre de lecteurs Alain à la quadrature, c'est pas très étonnant. Concrètement, ça veut dire que nous, on va essayer de mettre en place, et je pense que c'est en fait peut-être un des moyens de s'en sortir, les stratégies qu'on prône depuis longtemps, par exemple, contre les GAFA et contre les États, contre cette concentration, on prône la décentralisation d'Internet. On va essayer de faire ce qu'on peut pour favoriser cette décentralisation. Il ne faut pas rêver, on ne va pas tuer Google demain. Par contre, favoriser, pousser, aider, encourager, faire connaître toutes les alternatives utiles et respectueuses de notre vie privée, toutes les alternatives aux GAFA, c'est fondamental. Utiliser, promouvoir, développer les logiciels libres, c'est fondamental. Aider à la vulgarisation, au développement dans le grand public des stratégies de contournement ou des méthodes de protection de la vie privée, des outils d'anonymisation, de pseudonymisation, etc. Ça, c'est fondamental. Et je pense que c'est effectivement très important dans la logique puisqu'on ne peut pas agir sur la définition de la loi, agissons sur les comportements, essayons de faire en sorte que les comportements changent. C'est absolument logique pour nous de développer ce genre de choses. Donc je pense que dans la logique de Volt aujourd'hui, elle se nourrit de la prise de conscience et elle se nourrit de la réflexion, mais elle doit s'appuyer sur des outils, beaucoup d'outils. C'est probablement le point faible aujourd'hui de tout le mouvement on va dire d'émancipation autour d'Internet, c'est qu'il nous manque encore trop souvent des outils qui soient plus sexy que les outils qui nous aliènent. On a besoin d'outils qui soient fluides, qui soient utilisables, qui nous permettent de faire des choses qu'on veut faire. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Typiquement, si on ne veut pas être géolocalisé, on ne peut pas utiliser on ne trouvera pas un GPS respectueux de notre vie privée. Il y a un moment, il faut faire ce choix. Je disais tout à l'heure, cette techno-là, je ne l'utilise pas. L'homme augmenté, par exemple, on ne pourra pas faire un homme augmenté qui ne change pas quoi que ce soit à l'homme, quoi. Il y a un moment, on ne peut pas faire autrement. Mais arriver à poser les bons choix et à créer les bons outils, je pense que c'est un des enjeux des stratégies de contournement. Le deuxième enjeu, pour moi, la deuxième manière de faire pour contourner et la surveillance et la marche irréfléchie vers le transhumanisme ou la prise de contrôle par les objets, c'est de récupérer une faculté de commun. C'est un mot, les communs, c'est un concept qui est un concept assez ancien de ces espaces qui n'appartiennent ni
vraiment à l'État, ni vraiment à l'individu, ni vraiment à une entreprise, mais qui appartiennent à la collectivité sans pour autant que ce soit du collectivisme. C'est un peu compliqué, mais pour donner un exemple concret, les forêts, autrefois, les bords de forêt, étaient souvent considérés comme des communs et on pouvait emmener les animaux manger les glands, les châtaignes, etc. Ça appartenait pas vraiment ça appartenait à quelqu'un, mais c'était quand même un espace commun. Ce mot de commun qui avait quasiment disparu de notre vocabulaire, il est en train de revenir par le biais d'Internet. Parce que Internet est considéré par beaucoup de gens comme un commun ou devrait être considéré comme un commun, c'est-à-dire un bien qui appartient à tous sans être forcément collectivisé. C'est pas un truc, c'est ni une société par action, ni un truc public, ni un outil détenu par une société privée. Par contre, il y a un certain nombre de choses qui devraient être régulées de façon à ce qu'on le prenne comme un bien commun, comme l'air est un bien commun, comme l'espace est un bien commun. Et je pense que dans les stratégies de contournement, la montée d'Internet en tant que bien commun, permettant à chacun et d'exprimer sa créativité et de développer ses activités industrielles, commerciales ou que sais-je, artistiques, intellectuelles, politiques, sans être soumis à la prise de contrôle par les uns ou par les autres, est un enjeu fondamental de cette stratégie de contournement, de Volt, et puis d'arriver à sortir quelque chose de positif d'Internet. On va conclure par une session de Monsieur Question et après on va passer la parole à la salle, du coup. Monsieur Question, est-ce que tu as des questions sur la Volt? Et puis après on la mettra en débat avec tout le monde. Monsieur Question, on a toujours des problèmes de micro. Ça y est, la technique, je ne suis pas très bon. Je ne vais pas pouvoir poser toutes les questions. Il y en a certaines qui ont été abordées. Il y en a certaines qui ont eu des réponses. Sinon, ce que je ferai, avec toutes les questions qui sont encore là, je ferai une table en bas, dans le hall. Comme ça, tout le monde pourra les regarder, on pourra les consulter. Je les mettrai tout en bas tout à l'heure. Il y en a une qui m'a fait rigoler. Enfin, c'est essayer d'échapper à la surveillance ne risque-t-il pas d'attirer l'attention? Et puis, une autre petite, là, pour terminer, vous sentez-vous proche du courant libriste et de ses représentants comme le parti pirate? Allez, vite fait une réponse là-dessus et puis on... Je réponds très rapidement à la première question. Oui, forcément, si on est le point noir au milieu des trucs blancs ou le point blanc au milieu des trucs noirs, forcément on attire l'attention. Jusqu'à quel point, je n'en sais rien. Sur la deuxième partie, effectivement, pour la quadrature, oui, on est des libristes purs et durs. On n'utilise que des logiciels libres et on fonctionne sur on est grands partisans du logiciel libre. Du parti pirate, moins, parce que justement, cette logique de parti n'est pas la nôtre. Donc voilà. Politiquement, on essaye d'être hors parti pour essayer de parler à tout le monde. Et c'est un des trucs importants, un des aspects particuliers de la quadrature, où même si on a des interlocuteurs qui sont globalement assez marqués à gauche, en réalité, on est vraiment une association apartisane. Et j'en discutais avec certaines personnes avant la conférence. Il y a certains moments ou certains endroits où, par exemple, nos alliés les plus solides sont absolument pas du tout à gauche, mais plutôt au centre ou chez des libéraux qui ont une conscience aiguë des droits fondamentaux qu'on a parfois perdu à gauche. Voilà, ça va pas faire plaisir, enfin, je le dis quand même. Un petit troll, là. Voilà. J'en avais pas fait, donc voilà. Ok, tu veux réagir? Oui, rapidement, oui, sur le parti pirate, moi je suis vraiment en raccord avec toi. Moi actuellement, tel qu'est structurée la démocratie représentative et cette espèce j'en vois un troll aussi, de mythologie du suffrage universel, moi j'avoue que j'y crois plus. On élit des gens, il faut quand même se rendre compte qu'on élit des gens quand ils sont élus avec 51% des voix, sur 70% de participation et encore au mieux, c'est-à-dire qu'on élit des gens qui sont supportés par 30% de la population, 35%, et qui un an plus tard sont supportés par 18 ou 15% de la population, et que ces gens-là viennent nous expliquer qu'ils représentent la France et qu'on doit cautionner leur politique absolument désastreuse. Bon, moi je supporte plus ce système-là, et je ne suis pas pourtant un anarchiste convaincu, hein, je serais plutôt un communiste, mais
ou un bien communiste, tu vois, si on reparlait des biens communs. Voilà. Après, ça c'est génial, la question sur la surveillance. Pourquoi? Parce que c'est précisément typique des régimes totalitaires, ça. C'est-à-dire que plus la prise de pouvoir est forte sur une majorité, une énorme et une écrasante majorité de la population, plus la toute petite personne qui va essayer d'y échapper va être stigmatisée. Donc tout le but, c'est d'essayer, et on le voit, de dire « Ah, si vous cryptez votre donnée, c'est que vous êtes coupable, c'est que vous avez quelque chose à cacher de grave. » quoi. Oui, j'ai quelque chose à cacher. Ce que j'ai à cacher n'est pas grave, c'est juste ma liberté. Mais on va stigmatiser. Donc ils essaient de faire ça en ce moment. C'est le gros truc, c'est essayer d'éliminer tout cryptage. Parce que ceux qui cryptent, alors c'est forcément des pédophiles, c'est forcément des terroristes, c'est forcément des gens d'extrême gauche. Et s'ils arrivent à faire ça, c'est la fin de tout, quoi. Simplement, parce qu'on crypte parce qu'on veut conserver notre privauté, notre liberté et notre intimité, quoi. Voilà. Donc c'est extrêmement important que ça ne soit pas criminalisé, le fait de crypter, quoi. Peut-être juste un tout petit truc sur la question du chiffrement. Je suis désolée, on parle trop. Hein. Mais à la Quadrature, on chiffre tous nos échanges. Avec du chiffrement bien lourd où il faut un ordinateur quantique pour l'ouvrir, quoi. Y compris quand on dit qu'on va acheter le pain. Et en fait, dans les stratégies de contournement, on parlait tout à l'heure du brouillage, ben ça en fait partie. On a pris cette routine, du coup ça marche tout seul. Hein, une fois qu'on a compris comment ça marche tout seul. Et donc il est absolument impossible de savoir quels sont les échanges qui pourraient être réellement confidentiels dans nos échanges, puisque tout est crypté en permanence, tout est chiffré en permanence. Et ça, je pense que ça fait partie des stratégies à développer aussi. Je vous envie. Quoi. Ouais. Mais on peut échanger cool. Avec des mails chiffrés pour le plaisir, il n'y a pas de souci. Cool. Ok, bah, du coup, la parole est à vous. Je crois qu'il y a un micro volant. On va prendre les questions-réactions par deux. On vous demande de faire un petit peu court pour que le plus de personnes possible puissent s'exprimer et que si vous faites des références ou des trucs comme ça... Les expliquer le plus possible. Ouais, on a une première réaction. Ouais. Bien, merci. C'est simplement pour apporter un complément. Je pense qu'il serait important de s'intéresser au projet Minerva. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet Minerva? C'est en fait une entreprise qui a été conduite par le Pentagone et qui a contacté les départements de sciences sociales des universités américaines pour que, justement, elle travaille sur une modélisation de la subversion et de la propagation de la subversion. C'est-à-dire que au profilage individuel qui est parfaitement intégré dans la société de la marchandise et libérale. Il y a un système totalitaire qui rappelle davantage la Stasi, par exemple, et qui vise à avoir, en utilisant les mêmes outils, c'est-à-dire les transactions par les réseaux sociaux ou autres, qui vise à voir comment, justement, une révolte, pas seulement une volte, mais une révolte au sens traditionnel, pourrait être prévue. Parce que, effectivement, l'angoisse des dominants, c'est l'incertitude. Et le cryptage, la cryptologie par exemple, c'est quelque chose qui les angoisse et qui les panique. Personnellement, j'utilise Linux, j'utilise un navigateur qui s'appelle Conqueror et j'utilise un moteur de recherche qui s'appelle Yandex, qui est l'équivalent russe de Google. Alors l'avantage de Conqueror et de Yandex, c'est qu'on voit à chaque requête quel est le cheminement de la requête. Et le cheminement de la requête, eh bien, ça aboutit toujours aux États-Unis. C'est-à-dire que toutes les données sont stockées aux États-Unis d'Amérique. Comme le Pentagone a lancé ce projet Minerva, je pense qu'on peut effectivement, aujourd'hui, légitimement, se poser la question de la volonté d'hégémonie des États-Unis sur l'ensemble du monde et que ce numérique, le numérique, est justement tenu pour l'essentiel par les États-Unis. Les entreprises, les GAFA, tout ça, ce sont des entreprises de droit états-unien. Et donc je pense qu'on doit aujourd'hui, sur la topique planétaire qui s'installe avec le numérique et le virtuel, il faut voir quelque part quelque chose de beaucoup plus traditionnel, c'est-à-dire le pouvoir militaire des États-Unis. Merci. On prend une seconde intervention, question. Alors, bonsoir, ma question sera très courte. À quand les fournisseurs d'accès Internet de la fédération FDN majoritaires en France ? Tu peux expliquer pour ceux qui... Alors la fédération FDN, c'est une fédération de fournisseurs d'accès associatifs qui est très proche de la Quadrature du Net et qui porte les mêmes valeurs de logiciels libres, de neutralité du net, de respect de la vie privée. À quand, j'en sais rien. On n'a pas encore notre plan de domination du monde n'est pas encore totalement terminé, mais ça marche bien. Le fait de passer les fournisseurs d'accès associatifs, c'est des tout petits fournisseurs d'accès qui sont beaucoup, alors soit sur des zones traditionnelles, soit qui se sont beaucoup aussi préoccupés des zones blanches.
des endroits où il y a pas bien, où l'internet marche pas bien, et donc ça progresse bien. Sur la question de la domination américaine, il y a effectivement des enjeux de pouvoir importants. Et la question de la prédiction est un truc dont on n'a assez curieusement pas parlé, alors je pensais qu'on en parlerait plus que ça. Il n'y a pas forcément besoin d'aller aux États-Unis pour avoir cette question de la prédiction. Dans la loi sur le renseignement votée l'année dernière, il y a une disposition qui a fait beaucoup parler d'elle, qui ce qu'on a appelé les boîtes noires, et qui est en gros une autorisation de placer des systèmes d'interception permettant alors c'est très mal défini dans la loi, donc c'est très difficile de savoir exactement à quoi ça correspond, mais l'idée étant de pouvoir détecter les comportements ou les profils jugés comme dangereux. Alors c'est aujourd'hui difficile de savoir si les services de renseignement français veulent pouvoir modéliser après coup le réseau et le comportement de quelqu'un qui est passé à l'acte. Cette disposition est censée ne servir que pour le terrorisme. Difficile de savoir s'ils veulent pouvoir remodéliser derrière pour pouvoir du coup ensuite mieux anticiper, ou s'ils ont des volontés de pouvoir détecter des comportements qu'ils considéraient comme déviants, dangereux, suspects. Donc c'est assez difficile à savoir. Si on est dans la volonté d'anticipation et de détecter des comportements suspects, on s'achemine vers des probablement énormes erreurs d'analyse, parce qu'en face, les gens vont vouloir les contourner, et que forcément, ceux qui vont tomber dans le filet seront des gens qui n'avaient pas des intentions de contournement et voilà. Mais pour l'instant, c'est difficile à savoir. Pour l'instant, c'est difficile de savoir quelles sont les capacités aussi de calcul, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, des gens qui s'intéressent au comportement des gens sur Internet. On parle de données extrêmement massives. Et donc, c'est difficile parce que soit on essaie d'être réaliste et on se dit non, mais là, on est dans la science-fiction, on n'en est pas du tout là, les calculateurs ne sont pas assez gros, soit ça devient complètement vertigineux. Je pense que plus prosaïquement, on est vers de la modélisation de cibles, de groupes plus particuliers. Il n'y a aucune raison d'aller modéliser le comportement de l'intégralité de la société. Par contre, on sait déjà, on est dans un mélange entre la technologie et le monde traditionnel, où on a les groupes traditionnels de contestation qui vont être mis sous une surveillance plus lourde que le reste de la société. Et c'est peut-être plus ces gens-là dont les pouvoirs américains ou autres veulent mieux comprendre comment ils fonctionnent et comment ils communiquent. C'est déjà un problème en soi, et je pense qu'on peut anticiper les problèmes les uns après les autres sans tout de suite envisager la modélisation complète de la société. On prend 2 autres interventions. Qui veut? Là-bas, au fond. Là-bas, au fond. Oui, bonsoir. Donc, petite question. Vous disiez qu'il y aura toujours des traces, et je suis tout à fait d'accord, je suis quelqu'un de technique, et même les clés PGP pour crypter les mails, même avec des copains techniques, c'est trop chiant, on ne le fait pas, donc j'y crois pas non plus. Du coup, je me pose, est-ce que la question ne serait pas se poser à qui doit appartenir la propriété des traces et des données qu'on laisse? Donc j'aime pas les sociétés privées, pour l'instant c'est eux qui détiennent ces données-là, donc est-ce qu'on ne devrait pas les forcer à que ces données deviennent du coup publiques? Malheureusement, effectivement, on a le problème de l'État qui, on ne fait pas confiance, côté Quadrature ou plein d'autres personnes, moi-même compris, et du coup, en parallèle, se battre pour reprendre le pouvoir sur l'État. Tout à l'heure, vous parliez un petit peu des données qui devraient être pas publiques, mais machin. Moi, j'ai compris qu'en fait, vous donniez la définition d'un bien public, qu'on soit d'accord ou pas avec notre État. Malheureusement, je trouve que c'est un peu ça. Donc voilà, c'est juste ça. Ok, merci. Une deuxième intervention. Moi, je vais poser une question un peu troll peut-être. Vos discours se basent sur le fait que la vie privée serait une valeur importante finalement. Pourquoi est-ce que la vie privée serait plus importante que la sûreté de l'État ou que toute autre valeur que nous pourrions mettre à la place? C'est une bonne question, Edith. Tu veux y aller, Adrien? Ouais. Alors, sur la question... En fait, je voudrais répondre aux 2 questions, mais après, je ne sais pas si je peux répondre aux 2 questions et puis on s'échange après. La première question sur la propriété des données, elle me semble intéressante parce qu'aujourd'hui, il y a tout un mouvement de gens qui réfléchissent là-dessus et qui se disent qu'il faut que l'individu soit propriétaire de ces données et en mesure d'en faire ce qu'il veut. Et s'il veut que ces données soient exploitées pour de la publicité, il doit pouvoir le faire. Et s'il veut que ces données ne soient pas exploitées, il doit pouvoir le faire. Ça a un côté séduisant.
je suis très sceptique sur les rapports de force qui peuvent découler de ça. Je ne pense pas que mes données personnelles devraient être la propriété publique. C'est ma vie. Et je pense qu'on aurait beaucoup à perdre à laisser un contrôle public sur nos données personnelles qui nous définissent beaucoup en tant qu'individus. Je ne suis pas d'accord non plus pour que les entreprises en fassent n'importe quoi. Et j'ai très peur, si moi j'en suis propriétaire et que je peux les vendre, par exemple, ou en tirer un revenu, j'ai très peur des rapports de force qui vont se faire entre une entreprise qui a besoin de mes données pour faire son business et moi. Aujourd'hui, je pense que l'intimité, la sauvegarde de l'intimité, de la discrétion, de la vie privée, de la tranquillité est devenue quelque chose de luxueux. Et si nos données ont une valeur marchande, et elles ont une valeur marchande pour les entreprises qui les exploitent, je serais très inquiète si on pouvait en tirer un revenu et donc finalement vendre son profil à des entreprises parce que, comme d'habitude, les gens qui auront de l'argent se payeront l'anonymat et la tranquillité, et les gens qui n'auront pas d'argent seront exploités leur vie privée sera exploitée. Maintenant, pourquoi la vie privée? Pourquoi est-ce qu'on défend comme ça la vie privée? Parce que c'est ce qui vous définit. Aujourd'hui, enfin c'est même pas aujourd'hui, la vie privée, ça a de toute éternité été un bien précieux de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il y a des portes aux maisons? Pourquoi est-ce qu'une perquisition, elle ne peut pas avoir lieu n'importe quand dans une maison? Pourquoi est-ce que dans les prisons, on a cette question de l'encellulement collectif ou individuel et où le fait d'être tout seul va être parfois une récompense et parfois une peine particulière? Pourquoi est-ce que on a autant d'endroits dans le monde physique, où on est parfois tout seul, parfois avec d'autres, et où vous allez payer plus cher un endroit où vous allez être plus tranquille qu'un endroit où on va vivre en collectivité permanente? Pourquoi est-ce qu'un des trucs les plus mal supportés des sociétés soviétiques et socialistes était la question de l'appartement collectif? Pourquoi est-ce que c'était un enjeu, cette collectivisation de l'habitat? C'était aussi un enjeu de contrôle. La vie privée, c'est quelque chose de fondamental pour l'équilibre de l'individu. Vous rentrez pas dans la chambre de n'importe qui, vous lisez pas le journal intime de votre enfant. Enfin bref, il y a plein de... Je vais pas continuer comme ça. À partir du moment où on n'a plus de vie privée, on perd sa capacité d'autonomie, de liberté. C'est un enjeu fondamental de l'ensemble des autres libertés. La liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de s'informer. Tout ça découle de la capacité à avoir une vie privée. Si on n'a plus de vie privée, on est dans la paralysie et l'autocensure. Voilà. Donc c'était une très bonne chose d'avoir posé cette question. Alain? Ouais, j'aime pas répondre par des livres, mais là je devais le faire. Tu devrais lire le Citoyen de verre de quelqu'un qui s'appelle Sowski, qui est un ancien Est-allemand, et qui parle uniquement de la vie privée et de l'atteinte à la vie privée. C'est très étonnant parce que c'est vu du côté Est-allemand. Nous, on n'a pas vécu sous la Stasi, on n'a pas vécu sous ces systèmes totalitaires-là, donc ça ne nous touche absolument pas de la même façon. Et quand j'ai lu ce bouquin, j'ai compris à quel point voilà, mon vécu et mon histoire personnelle et politique était une histoire démocratique occidentale. Simplement, ce que tu dis, si la sûreté d'État est plus importante que la vie privée, c'est la définition même du totalitarisme pour moi. Voilà, c'est tout. Donc c'est assez simple à répondre pour moi. Voilà. Est-ce qu'on a deux autres interventions? Ouais, une, devant. Le micro arrive. En fait, j'ai lu deux ouvrages de M. Damasio. Et puis, donc je voudrais faire un lien entre une première question qui a été posée tout à l'heure. C'est la possibilité qu'on utilise finalement le taux de pénétration de tous ces outils pour inverser un certain nombre de tendances, notamment peut-être rendre des choses plus collectives et moins individualistes. Et du coup, suite à la lecture des ouvrages de M. Damasio, je trouve qu'il y a un décalage entre cette pensée libertaire purement individualiste, le droit à la vie privée individuelle, et la volonté de créer un modèle alternatif, collectif, etc. Et donc je m'interroge sur ce mouvement de volte qui serait à la fois totalement individuel,
Et peut-être la seule possibilité de le faire, c'est qu'il soit au contraire totalement collectif. Je suis surpris en fait par ta question, au sens où que ce soit la Zone du Dehors ou la Volte, c'est deux livres qui dans leur construction sont profondément collectivistes. C'est-à-dire que moi j'ai jamais considéré que la liberté individuelle soit suffisante pour, et notamment un système libéral qui est fondé là-dessus, pour effectivement s'émanciper. Faisons une différence entre libération et émancipation, mais très clairement aujourd'hui, considérer que la lutte est personnelle, individuelle et que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, c'est pour moi une profonde absurdité. Voilà, la libération ne sera que collective, l'émancipation ne sera que collective. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est lié à d'autres et qu'on fait avec d'autres des choses que quelque chose va être modifié. Et quand on parle de vie privée, moi je considère que ce n'est pas uniquement singulier ou individuel. La vie privée, c'est la vie privée que tu as avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, avec ton groupe politique, avec ton association militante, avec les gens avec qui tu fais des choses, quoi, tu vois. Moi, c'est ça que j'ai pas envie qu'on voit plus que qu'on me voit sous la douche ou etc. C'est pas ça qui compte pour moi. C'est ce que je fais avec les autres, avec les gens auxquels je tiens, avec ceux à qui j'ai des affinités profondes. Et c'est cette vie privée-là qu'il faut protéger par-dessus tout, quoi. Donc pour moi, il y a pas... Pour moi, c'est collectif d'emblée, quoi. Et j'ai fait des livres exprès qui sont extrêmement polyphoniques, qui sont des livres où il y a plusieurs narrateurs, qui sont des livres où c'est l'histoire de groupe. Hein. La Volte, c'est l'histoire du Bosquet, un groupe de 5 personnes et de tout le mouvement autour. Et la Horde, c'est l'histoire de 23 personnes. C'est très important pour moi, littérairement, narrativement et politiquement, de faire des livres sur des groupes, sur des collectifs et pas sur des histoires individuelles, justement, quoi. Je pense qu'en fait, l'histoire du côté libertaire, c'était peut-être plus pour moi. Ah ouais. Non, ça va. Ça y est, il m'a énervé. Je l'ai. C'est vrai que c'est compliqué de défendre à la fois les droits individuels et puis les communs. Moi, je pense que c'est pas du tout contradictoire, en fait. Tu peux pas avoir quelque chose qui à terme fonctionne si tu considères que l'individu n'est pas capable lui-même de comprendre de quoi il s'agit et comment agir. Par contre, ça ne veut pas du tout dire qu'on est chacun isolé tout seul et égoïste dans sa défense. Je rejoins tout à fait la question de la vie privée. La vie privée, c'est pas que une question d'individu. Et je crois qu'on termine après, donc je vais juste raconter une anecdote. Moi, j'ai découvert Internet à la fois tôt et tard, c'est-à-dire j'ai découvert Internet dans les années 90, quand j'étais étudiante, puis j'ai trouvé que c'était pas intéressant, et j'ai fermé. J'ai utilisé Internet comme un Minitel pour envoyer des mails, quoi. Et j'ai découvert Internet il y a 10 ans avec Wikipédia. Et là, ça a été pour moi la découverte, et j'ai découvert pas en tant que lectrice de Wikipédia parce que je n'avais jamais lu Wikipédia de ma vie, quand je me suis créé un compte et que j'ai commencé à contribuer dessus. Et je suis devenue une grosse contributrice de Wikipédia, j'ai travaillé pour Wikipédia, je me suis occupée de faire en sorte que Wikipédia domine le monde et qu'on ne puisse plus que tomber là-dessus. Et en fait, pour moi, ça résume bien ce que j'aime beaucoup dans Internet, même s'il y a beaucoup de défauts sur Wikipédia, et dans le contenu, et dans la communauté qui l'a créé. Mais globalement, c'est une somme d'individus qui arrivent chacun pour des raisons complètement diverses, avec une dose d'altruisme et une dose d'égoïsme, de dire « moi je veux partager ma connaissance et je vais aussi participer à un truc qui me dépasse ». Tout ça est diffusé sous licence libre, enfin je ne vais pas vous apprendre comment fonctionne Wikipédia, mais je dois abdiquer mon individualité pour laisser les autres corriger ce que je fais, et en même temps c'est ma richesse de connaissances qui va faire en sorte que le truc soit bon. J'arrivais avec ma connaissance historique, et je me rends compte que les mecs qui corrigent des fautes d'orthographe toute la journée sont au moins aussi importants que moi pour que le truc fonctionne à la fin, et qui relient les articles les uns aux autres. Pour moi, c'est un bon exemple de la nécessité absolue que chaque individu soit conscient de ce qu'il fait et acteur vraiment de ses droits, de ce qu'il est en train de faire, et l'œuvre commune. Enfin, voilà, où tu n'as pas de chef, tu as quand même une société qui se crée avec tous ses défauts, toute sa bureaucratie, ses trucs, mais on est à la fois dans l'individuel, dans le commun, dans le collectif, dans le collaboratif. J'aime plus ces mots-là que le collectivisme, hein, je ne le cache pas, mais pour moi, la tension entre les deux, elle se crée autour de la notion de commun. Et c'est là qu'on y arrivera, par les communs. Et on va s'arrêter là, du coup. Merci à tous les deux. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de ces 2 heures.